Si t'as coupé les infos lundi et que tu les rouvres ce matin, la semaine qui s'est écoulée, c'est une de celles où tu regardes l'agenda et tu te demandes si tout ça s'est vraiment passé en 7 jours. Menace de mort sur Trump, promesse de bombardement massif en réponse. Un sommet OTAN qui vire au conflit commercial. Un verdict judiciaire qui embrase une présidentielle. Et un sous-marin chinois qui tire pour la première fois depuis 44 ans. On va tout traverser. À Ankara d'abord. Trump et l'Espagne au sommet OTAN, et là, les rédactions européennes et américaines n'ont visiblement pas couvert le même événement. Sur Le Pen condamnée et candidate, 8 pays qui regardent de l'extérieur ce que la justice française vient de faire à 2 ans d'une présidentielle. Le regard étranger, là, c'est une autre lecture. Et le tir de missiles sous-marins chinois. Depuis Séoul ou depuis Washington, c'est pas la même grille de lecture sur la puissance chinoise. Et l'émir Hamad. 7 pays de nécrologie qui n'enterrent pas le même homme. Mais la semaine a été mangée par autre chose. On commence par là. Trump au New York Post, vendredi. Une phrase qui a fait le tour de la planète en quelques heures. Il a donné des instructions pour bombarder l'Iran à des niveaux jamais vus s'il venait à être assassiné. 13 rédactions dans 10 pays. Et là-dessus, le socle est solide. La menace iranienne sur Trump remonte à 2020, à l'élimination du général Soleimani. Il figure sur leur liste depuis. Trump le dit lui-même, numéro 1 sur cette liste depuis longtemps. Aux funérailles de Khamenei, le guide suprême tué lors des frappes du début de la guerre, des banderoles Kill Trump circulaient dans les cortèges. Plusieurs rédactions l'ont remonté. Là-dessus, personne ne conteste. Ce qui se sépare, c'est ce qui a déclenché la déclaration de vendredi. Un renseignement qu'Israël aurait transmis à Washington, un plan précis pour cibler Trump, sorti d'abord par le Wall Street Journal. Washington a confirmé ce plan précis ? C'est là que la distinction compte. Le renseignement israélien pointait un complot spécifique et nouveau. Ce que les autorités américaines ont identifié, elles, c'est un flux continu. Divers acteurs iraniens qui souhaitent cibler Trump sans plan coordonné avéré. 2 choses très différentes. C'est CNN qui fait cette coupure nettement. Et sur les raisons pour lesquelles Israël partage ça maintenant, il y a quelque chose de plus politique là-dedans, Léa. Israël est progressivement mis sur la touche dans la gestion de la guerre par l'administration Trump. Ce partage de renseignements s'inscrirait dans une logique d'influence, séduire Washington, l'inciter à frapper plus fort l'Iran. C'est CNN qui le dit clairement, et le grand quotidien panarabique Asharq al-Awsat cite des responsables américains qui pensent la même chose. Depuis Doha, Al Jazeera arabique lit ça très différemment. Un partage factuel d'informations, aucune question sur les motivations israéliennes. C'est le même renseignement, la même semaine, pas le même film. Et il y a un angle que personne d'autre n'a sorti, l'Hindustan Times. Ces instructions que Trump a laissées, légalement, elles ne valent rien. Des constitutionnalistes américains rappellent que le commandement militaire passe immédiatement au vice-président le moment où Trump mourrait. Le successeur devient seul chef des armées. On ne peut pas préprogrammer une frappe depuis son cercueil. Autour de ça, silence complet. Fox News, Vedomosti, Al Jazeera, personne n'en souffle mot. La promesse reste la promesse, sans le footnote juridique. Et c'est ça qui donne la mesure de l'écart. Selon que tu lis depuis Delhi, Moscou ou Doha, t'as pas le même dossier en main sur la même déclaration. La semaine avait un autre moment de ce genre, à Ankara. Même conférence de presse, même OTAN. Trump s'en prend à l'Espagne en direct. Et là aussi, selon où tu lis, t'as pas couvert la même réunion. Le socle est clair. Depuis la tribune, Trump se tourne vers son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, et lui ordonne de couper tout commerce avec l'Espagne, y compris les visites. L'Espagne est qualifiée de cause perdue, de terrible partenaire. Routeux et Erdogan sont dans la pièce. Madrid répond avec ce qu'il appelle sa tranquillité. Relation magnifique, pas question que ça change. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Ce qui s'est passé entre Sanchez et Trump après, là les versions partent en vrille, Léa. Côté courrier international, Sanchez désamorce. Conversation informelle avec Trump, il lui a parlé de football. De football, à Ankara. À Ankara, ouais. Aucune tension, il dit. Global Times, lui, documente l'ordre donné à Bessent en direct. Couper tout, y compris les visites. Ils ne paient pas, ils n'ont aucun espoir. La même heure, 2 réunions impossibles à réconcilier. Et le pourquoi de la brouille ? ABC, le grand quotidien espagnol, sort ce que les rédactions européennes ont globalement évacué. Il y a 4 mois, Madrid a refusé de mettre ses bases de Rota et Morón à disposition des États-Unis pour frapper l'Iran. C'est là que ça a cassé. La querelle OTAN, c'est la vitrine. Il y a une 3e dimension que personne d'autre ne met en avant. C'est Al-Quds al-Arabi qui la sort.
le soutien de Madrid à la plainte de l'Afrique du Sud contre Israël devant la CIJ. Le journal lit ça comme une trahison géopolitique en série aux yeux de Washington, l'Iran, puis la CIJ. Et Al Jazeera arabophone sort le chiffre qui renverse le cadre défense. L'Espagne est passée de 1,4 à 2,1% du PIB en dépenses militaires entre 2021 et 2025. Routeux l'a dit dans la même salle. Trump la traite de mauvais payeur, le secrétaire général dit l'inverse. Et le droit coupe la promesse, comme avec les instructions post-mortem. DG24 cite le porte-parole de la Commission, Olof Gill. Le commerce extérieur, c'est une compétence exclusive de Bruxelles. Trump peut menacer Madrid à la tribune, il ne peut pas décréter une coupure commerciale avec un État membre de l'UE. Ce droit qui tranche les ambitions politiques, il est aussi au cœur de la semaine française. Sauf qu'à Paris, la Cour d'appel les a paradoxalement rouvertes. De la BBC au Yomiuri, tout le monde partage les mêmes faits. Condamnation confirmée en appel, 2,8 millions d'euros détournés de fonds européens entre 2004 et 2016 pour rémunérer des assistants qui travaillaient pour le RN. 3 ans dont 2 avec sursis, 1 an de bracelet électronique. Et une inéligibilité ramenée à 15 mois. 15 mois. Et le calendrier fait tout basculer. Ces 15 mois courent depuis mars 2025, déjà écoulés. Le Yomiuri l'a bien saisi. Techniquement, Le Pen peut se présenter en 2027. Et mardi soir, elle l'a annoncé. Elle n'avait pas elle-même exclu de courir sous bracelet ? Publico, le quotidien espagnol, en fait sa ligne. Contradiction frontale, elle l'avait répété plusieurs fois. Magar Nemzet retourne complètement la perspective, donne plein champ à l'argument de Le Pen elle-même. Ne pas pouvoir se présenter serait un énorme problème démocratique. L'accusé transforme la condamnation en titre de légitimité. Telex, l'autre hongrois, indépendant, couvre sans ce renversement. Et le bracelet concrètement, ça paralyse la campagne ou pas ? CNA posait la contrainte. Autorisation pour chaque meeting, campagne entravée. Le Pen elle-même avait dit que c'était incompatible. Infobae neutralise l'obstacle. Le recours en cassation suspend l'exécution de la peine. Si la Cour l'accepte, plus de bracelet pendant la campagne. Tout le pari de l'annonce repose sur ce mécanisme procédural. Dans les pays où le RN a des alliés, les médias proches du pouvoir ne cadrent pas pareil. Je m'y attends. Pas forcément proche du pouvoir dans tous les cas. Ginstyle, côté néerlandais, c'est plutôt un site militant. Mais ça dit pareil. Dicastocratie. Des juges qui décident qui entre dans la course démocratique. Les faits reprochés ? Extrêmement innocents selon eux. En face, BBC, Tagesschau, les Italiens, une procédure standard appliquée à un détournement établi. 2 univers d'interprétation qui ne se parlent pas. Même verdict. L'équilibre, version Élysée. L'équilibre. Le mot revient. Et cette semaine, il a aussi vacillé sous les eaux du Pacifique. Lundi 6 juillet, midi 01, heure de Pékin. Un sous-marin nucléaire de l'Armée populaire de libération lance un missile balistique longue portée vers les eaux internationales. Ogive fictive. Exercice d'entraînement. Mais premier tir de ce type depuis 1982. 44 ans de silence sous-marin. Le missile, c'est probablement le JL-3, portée estimée à plus de 10 000 km. Sur ça, les rédactions convergent, de Tokyo à Sydney. Pékin confirme aussi. Exercice routinier, droit international respecté, les voisins avertis à l'avance. Averti combien de temps avant ? Là, ça se complique. Quelques heures, c'est tout. Le Chosun Ilbo coréen l'a sorti. Tokyo avait demandé à Pékin de reconsidérer le tir avant même le lancement. Demande ignorée. Ce que Deutsche Welle appelle une notification préalable conforme, les Coréens le lisent comme une formalité vide. On t'avertit après avoir décidé. C'est la notification dans ce sens-là. Exactement. Et c'est là que la fracture s'ouvre vraiment. Sur le fond, l'interprétation du tir lui-même. Déstabilisant ou garant de paix ? Pékin a déjà la réponse. Le Global Times, voix officielle de Pékin, plus les sous-marins nucléaires sont puissants, plus la dissuasion est crédible, plus la paix est garantie. Inet, le média israélien, sort lui un rapport du Pentagone de 2023. Ce missile est capable de frapper le continent américain, même si le sous-marin reste près des côtes chinoises. Même missile, 2 lectures diamétralement opposées. C'est une épée, pas un bouclier. Selon Washington et ses alliés. Et le Guardian Australia va encore plus loin. Il note que le tir a eu lieu quelques heures après la signature d'un traité de défense historique entre l'Australie et Fidji.
Coïncidence ou calendrier délibéré? Les autres rédactions font le lien? Aucune. Ni Al Jazeera, ni les Coréens, ni les Italiens. L'angle australo-fidjien, c'est un angle 100% australien. Ben oui, si t'es à Sydney et que tu signes un traité de défense dans le Pacifique le matin et qu'un missile balistique atterrit dans les mêmes eaux l'après-midi, tu lis pas pareil. Tu lis pas pareil. La ministre australienne des Affaires étrangères a parlé d'actes déstabilisateurs qui peuvent conduire à des erreurs de calcul. En face, le Global Times répond que les sous-marins nucléaires chinois sont le garant de la paix régionale. 2 planètes. Même missile. On a passé la semaine sur des menaces, des verdicts, des missiles. J'avais gardé pour la fin quelque chose de plus silencieux et peut-être de plus durable. Ahmad Ben Khalifa Al Thani, l'ancien émir du Qatar, mort dimanche 12 juillet à 74 ans, annoncé par l'Amiri Diwan. Là-dessus, les faits, la date, toutes les rédactions disent la même chose. C'est quoi le Qatar pour quelqu'un qui débarque? Un tiers de la Belgique. Des réserves de gaz parmi les plus grandes du monde. Ahmad renverse son père en 1995, sans violence, coup de palais sans effusion de sang, et en 18 ans transforme, comme dit Le Monde, un émirat aux caisses presque vides en acteur majeur de l'échiquier international. Puis en 2013, il rend le pouvoir à son fils, Tamim, 33 ans, volontairement. Dans le Golfe, c'est inédit. Et là, les lectures se séparent? Sur Al Jazeera, la chaîne qu'il a fondée en 1996, Al Jazeera Arabique lui consacre une nécrologie lyrique. Son fondateur aurait changé la situation dans le monde arabe, remplacé le discours officiel déférent, éveillé la conscience de la nation arabe. Le média qui célèbre son propre fondateur et financeur. C'est une source, mais c'est... C'est exactement le point du Times of Israel. Al Jazeera a certes brisé la déférence traditionnelle, mais elle a aussi été critiquée et accusée d'orienter sa couverture pour servir les intérêts des dirigeants qataris. Révolution réelle ou indépendance de façade. 2 lectures pour la même chaîne. Le NOS néerlandais va plus loin. Il rappelle qu'Al Jazeera a diffusé des déclarations d'Al-Qaïda. Et le NOS ne s'arrête pas là. Doha sous Ahmad, c'est simultanément l'Iran chiite, le Hamas, les frères musulmans, des partenariats qui ont suscité des critiques directes des alliés régionaux et des partenaires occidentaux. Le Daily Sabah lit ça comme une diplomatie tous azimuts, parfaitement cohérente. Même politique, 2 verdicts. Et pendant ce temps, côté protocolaire, le TASS précise 4 jours de deuil national, drapeau en berne, administration fermée jusqu'au 19 juillet. Les hommages sont unanimes. Le legs, lui, reste en débat. La chaîne, les alliances ambiguës, la fortune gazière, tout continue sous Tamim. Ahmad referme une page. La question qu'il a ouverte, personne ne la close. Téhéran, Ankara, Le Pen, la mer de Chine, Doha. 5 crises simultanées. La semaine a montré que les équilibres ne tiennent pas chacun dans leur coin. Ils ont vacillé ensemble. On a mis les récits de la semaine face à face. À vous de juger. Toutes les sources sont sur glucose.press. Et si vous nous écoutez pour la première fois, abonnez-vous. Le digest de la semaine, chaque lundi. À lundi prochain.